Mais la démarche adoptée laissera sans doute perplexes les plus sceptiques. D'abord, l'existence du dit rapport de l'IGE confirmé par le directeur général de Petrosen Mamadou Faye, mais El Hadj Kassé, ministre conseiller responsable de la communication du palais, avait émis des doutes sur l'existence de ce rapport. Le rapport de l'IGE à propos du contrat de Petrotim, s'il existe, n'est pas le résultat d'une lettre de mission du chef de l'État qui ne l'a d'ailleurs pas reçue, disait ce dernier sur sa page Facebook. La question que l'on se pose est de savoir comment le président de la République peut ne pas être informé sur l'existence d'un tel rapport si jamais le document est authentique. Aujourd'hui, avec l'annonce d'une ouverture d'enquête sur les allégations contenues dans le dit rapport et le scandale supposé révélé par la BBC, la position des tenants du pouvoir a un peu varié. Récemment, certains soutenaient que c'était une affaire privée, à l'image du ministre de l'Intérieur qui estimait qu'il n'y avait pas de quoi fouetter un chat, dans la mesure où Alioune Sall, le mis en cause, allait porter plainte. Mais entre-temps, qu'est-ce qui a bien changé pour qu'on en arrive à cette saisine du procureur général près la cour d'appel? Le chef de l'État aurait-il été trompé dans cette affaire, allant même jusqu'à lui cacher l'existence d'un tel rapport? Autant de questions qui restent en suspens. Et justement, Ibou, le collectif de la société civile Aar Li Ñu Bokk réclame justice dans cette affaire. Un grand rassemblement est annoncé vendredi prochain à la place de la Nation. Ils espèrent 15 millions d'individus pour dire halte à la spoliation de nos ressources naturelles. Pape Farah Gningue et Diafara Ba. Nous voulons que 15 millions de Sénégalais disent en chœur « ça suffit ». Il faut que ça s'arrête, il faut qu'on règle cette question. C'est le cri de guerre de la plateforme Aar Li Ñu Bokk Hashtag Sunu Pétrole. Le mouvement réclame la justice, la transparence et la renégociation des contrats signés par l'État du Sénégal. Nous avons quatre objectifs, quatre missions que nous allons poursuivre. Tant que ces 4 objectifs ne seront pas atteints, notre lutte continuera. La mise en place de mécanismes consensuels, appropriés, clairs et nets sur la gestion de nos ressources naturelles, élaborés de manière inclusive par tout le monde, pour gérer maintenant et dans le futur. Nous voulons simplement que les dossiers soient transmis à la justice au niveau national comme international. La plateforme appelle aussi à un grand rassemblement pour dire halte à la spoliation des ressources pétrolières et gazières. moo di vendredi ajjuma bi ñu jëm fii ci Dakar ci région wu Sénégal yi bu soobee Yàlla ak ci diaspora bi fépp ñu ngi woo Sénégalais yi ñu génn mobiliser wu ñu génn taxaw ba àddina yëpp dégg ñu. Pour faire reculer le régime, le Front a lancé une pétition sur le net depuis 3 jours. Les citoyens lambda sont membres. Il y a une liste, on l'a dit, une pétition. Vendredi au rassemblement, il y aura également des pétitions et des listes où chacun pourra s'inscrire. ñaar fukki junni Sénégalais ak juróom ci ñetti fan rek wala ñeent signé nañu pétition bi wane ni lii am naqadina leen te ñu ngi joxar bi baaraam ni président na leer. La plateforme Aar Li Ñu Bokk, après la manifestation de ce vendredi, compte poursuivre ses activités pour exiger une transparence dans la gestion des ressources pétrolières et gazières du Sénégal. L'immixtion de la famille dans les affaires de la cité au pouvoir au Sénégal, c'est un vrai problème. De Senghor à Sall, la dynastie Faye Sall remporte la palme. C'est l'avis de ce membre de Y'en a marre, Cyril Touré-Thiat. Il est avec Pape Farah Gningue. Le Sénégal est devenu un royaume. Le Sénégal est devenu une dévolution monarchique. Tout ce qu'on a combattu contre Abdoulaye Wade, on est en train de revivre les mêmes scénarios. Ce qui se passe dans ce pays est inadmissible. Il faut que Macky Sall revienne à la réalité. Moi, je ne comprends plus. Macky Sall, il est le président, il est le premier ministre, il est le ministre de la Justice. C'est lui qui acquitte les gens qui ne sont même pas allés à la barre. On ne comprend plus ce qui se passe dans ce pays. Il faut que ça cesse. Le Sénégal nous appartient et ça n'appartient pas à une dynastie. Le Sénégal appartient aux Sénégalais. Il faut que ces trucs-là cessent. Maintenant, c'est aux Sénégalais de prendre leurs responsabilités. Parce que si on laisse faire, si vraiment on laisse faire, on va se réveiller un matin, tout appartiendra à la famille Faye Sall. Et ça, on ne laissera pas faire. Ça veut dire qu'une seule famille qui veut accaparer toutes nos ressources, toutes nos richesses, c'est inadmissible. Et c'est le ministre de la Justice, Malick Sall, qui disait lui-même qu'une enquête judiciaire n'est pas nécessaire dans cette affaire et non pas le ministre de l'Intérieur. Quoi qu'il en soit, tous ces agitateurs de l'affaire Aliou Sall sont des ennemis du Sénégal. Selon le maire de Saint-Louis, Mansour Faye était à l'hôpital régional de Saint-Louis au chevet des blessés de l'accident de Ndialam. Blocs gaziers qui ont été en tout cas découverts. Demain, l'exploitation fera jour en 2022 et des revenus importants donc, seront pour les Sénégalais et le Sénégal.
Mais il n'y a aucun problème. Est-ce qu'on peut interdire à un Sénégalais de jouer aux bons offices parce que tout simplement il est frère du président? Je crois que non. Ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est les revenus qui vont servir à développer davantage le Sénégal. Moi, la lecture, je la fais sous cet angle. Et pour moi, donc, vraiment, ce qui s'agit autour de ces questions sont le fond pour des problèmes politiques. Et vraiment, l'urgence n'est plus à ce niveau-là. L'urgence, c'est d'apporter des solutions par rapport aux préoccupations des Sénégalais. Aujourd'hui, nous sommes venus à l'hôpital de Saint-Louis porter notre assistance à des blessés. Porter un plaidoyer pour que le plateau technique de l'hôpital puisse être relevé. C'est ça qui est important. C'est ça, les vrais problèmes de l'heure, c'est ça. Les vrais problèmes, c'est apporter des solutions par rapport aux préoccupations des Sénégalais. Pour recueilli à Saint-Louis par Ousseynou Diop et Habib Seck, l'enquête de la BBC a clairement déclenché un tsunami médiatique au Sénégal. Depuis, chacun y va de son commentaire. Alors pour vous permettre d'y voir un peu plus clair, jetons un regard ensemble sur le rétroviseur dans cette affaire. Les contrats signés entre Petrotim, Petrosen et l'État du Sénégal, les transactions entre Petrotim Limited et Cosmos Energy jusqu'à la création de Petrotim Sénégal. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux tours de la présidentielle 2012? Élément de réponse avec Alassane Ba. L'affaire retient toutes les attentions depuis la publication d'un scandale à 10 milliards de dollars par la chaîne BBC. Le gouvernement a communiqué, rejeté le contenu de l'enquête de la chaîne britannique. Une polémique sans fin. Et nous n'en sommes pas la première. À l'origine, c'est l'attribution des permis de recherche et d'exploitation. Le 8 décembre 2011, un mémorandum d'entente est conclu entre Petrotim et Petrosen pour une durée d'1 an. Ce mot devait permettre à Petrotim de matérialiser son intérêt pour les blocs de Saint-Louis offshore profond et Kayar offshore profond. Ce n'est qu'en janvier 2012 que ce mémorandum a abouti à la finalisation de 2 contrats de recherche et de partage de production pour chacun de ces 2 blocs. Contrat signé d'une part entre la société Petrosen et la société Petrotim Limited et d'autre part l'État du Sénégal représenté par Karim Wade. Les CRPP ont été approuvés par Maître Abdoulaye Wade, président de la République d'alors. La deuxième alternance, Macky Sall arrive au pouvoir. Il fallait une demande d'approbation de ces 2 contrats par décret présidentiel. Alors, le décret numéro 2012-597 du 19 juin 2012 portant approbation du contrat de recherche et de partage de production d'hydrocarbures pour le bloc Saint-Louis offshore profond et le décret numéro 2012-596 du 19 juin 2012 portant approbation du contrat de recherche et de partage de production pour le bloc de Kayar offshore profond furent pris pour approuver les 2 contrats. Et c'est à la date du 9 juillet 2012 que les responsables de Petrotim Limited ont mis en place Petrotim Sénégal, une société anonyme unipersonnelle, SAU, pour les représenter. Soit quelques semaines plus tard, elle sera confiée à Aliou Sall, qui devient l'administrateur général. Avec la finalisation des accords d'association, Petrotim détient 90% des parts et Petrosen 10%, avec une possibilité d'augmentation des parts à 20% en cas de découverte commerciale. Comme il est de coutume dans l'industrie pétrolière, Petrotim Limited procède au courant des mois de juillet et août 2014 à des transactions autour de la propriété. Une première qui aboutit à la mutation de la totalité des droits et obligations résultant des contrats de recherche et de partage de production. Timis Corporation de Frank Timis devient le co-titulaire de Petrosen. La seconde transaction a suivi avec la cession partielle des droits et obligations à la société américaine Cosmos Energy. Cette dernière accepte d'entrer dans des 2 contrats de recherche et de partage de production par une prise de participation de 60%. Timis Corporation, qui a transféré à Cosmos Energy Sénégal 60% de ses actions, c'est-à-dire ses 90%, se retrouve avec 30% des actions. Une nouvelle répartition s'ensuit. Cosmos Energy 60%, Timis Corporation 30%
et Petrosen 10%. L'État du Sénégal a-t-il perdu dans ces différentes transactions? Petrotim devait-il bénéficier de ces permis? Quel rôle Aliou Sall a joué dans cette affaire? C'est là où réside toute cette polémique. Et si l'on se rappelle de cet article du journal Le Quotidien en mai 2017, Petrotim n'aurait jamais dû entrer dans le secteur pétrolier sénégalais. Le journal faisait référence à une enquête diligentée dès octobre 2012 par l'inspection générale d'État. Dans le rapport, les enquêteurs ont indiqué que Timis ne remplissait aucune des conditions pour obtenir un permis de recherche et d'exploitation de nos hydrocarbures. À noter que sur Twitter, le ministre conseiller chargé de la communication à la présidence a douté de l'existence de ce rapport, au moment où le DG actuel de Petrosen, Mamadou Faye, confirme l'existence. Merci Alassane, et rappelez également que la plainte de Aliou Sall est attendue cette semaine. Franck Timis, ou l'homme par qui tout est arrivé, l'homme d'affaires romano-australien est la pierre angulaire dans l'affaire Petrotim. Par les temps qui courent, Monsieur Timis est plus célèbre que le Thieboudiane national. Mais au juste, qui est-il? Quel est son parcours? Maguette Soirée Diallo, pardon. L'homme est au cœur de tous les débats, depuis la publication du reportage de la chaîne anglaise BBC, où son nom est cité dans l'affaire Petrotim. Franck Timis, 53 ans, romano-australien, est un homme d'affaires controversé et fait partie des hommes les plus riches de la planète dans son domaine. Très actif dans le secteur minier et pétrolier, Franck Timis a dirigé plusieurs entreprises minières et fréquente les chefs d'État africains. Ces sociétés, dont Petrotim, ont été accusées de corruption et de non-respect des droits humains. Entre Franck Timis et l'État du Sénégal, l'affaire commence en 2011, présentée à Abdoulaye Wade, alors président, et Aliou Sall par l'architecte Pierre Goudiaby Atepa en 2016. Invité sur le plateau du journal de la télé Futur Média, le maire de Guédiawaye le décrivait. Franck Timis est mon ami, mais aussi c'est mon patron, parce que je travaille pour lui. Donc on a ce genre de relation professionnelle. La plupart du temps. Un premier accord est signé le 8 décembre 2011 avec l'élection de Macky Sall en 2012, et malgré une enquête qui révélait que Petrotim ne remplissait pas les conditions d'obtention pour un permis de recherche et d'exploitation des hydrocarbures, le président Macky Sall signait les décrets en juin 2012 au nom de la continuité de l'État. En 2016, interrogé par le quotidien AS sur l'affaire des contrats pétroliers et gaziers, Franck Timis assurait n'avoir jamais rencontré le président Sall avant son élection et affirmait qu'Aliou Sall n'était pas actionnaire à Petrotim. Dans cet entretien, le patron de Timis Corporation l'avait de tout soupçon Aliou Sall. Le profil de l'homme est complexe. En 1972, âgé de 12 ans, son père est assassiné sous ses yeux à cause de son anticommunisme. Arrivé en Australie très jeune, Timis a su se forger et s'efflairer les bonnes affaires. Il a investi dans le fer en Sierra Leone, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Franck Timis possède en tout une douzaine de sociétés. Au Sénégal, Timis Corporation a vendu 60% de ses blocs à la société Cosmos Energy. Merci Maguette. L'actualité de ce lundi, c'est aussi la messe du lundi de Pentecôte qui marque la fin du pèlerinage marial de Popenguine. C'est l'évêque de Saint-Louis, Monseigneur Ernest Sambou, qui a présidé la cérémonie. Il a axé son discours sur les souffrances humaines, mais aussi il n'a pas manqué de livrer quelques inquiétudes sur le système éducatif du Sénégal. Maïmouna Ndiaye. Des fidèles chrétiens inclinés devant le Seigneur pour demander pardon dans la joie et la ferveur. La messe du lundi de Pentecôte, moment de communion, occasion saisie pour parler de toutes ces souffrances dans la vie des hommes. Marie elle-même n'était pas du tout dans sa vie sur cette terre exempte de souffrance et de douleur. Elle n'était donc pas étrangère à la souffrance et à la douleur des hommes. D'ailleurs, Siméon l'avait bien prévenu en ces termes. Quant à toi, femme, une épée transpercera l'âme. De ce fait, Marie porte le nom étrange de Notre-Dame des douleurs. Souffrance dans les hôpitaux, à l'école, entre autres. Monseigneur Ernest Sambou ratisse large. La souffrance des personnes malades
sans moyens pour se soigner. La souffrance de la situation ambiguë des élèves qui, innocemment, ne parlent que le Wolof, même dans la cour de l'école. Certains professeurs se permettent de leur expliquer leurs leçons, leurs cours en Wolof plutôt qu'en français. Le problème, c'est qu'au moment des examens, ces élèves souffrent parce qu'ils se trouvent devant des sujets d'examen libellés ou écrits en bon français. Un bon français qu'ils ne comprennent même pas. L'évêque de Saint-Louis de sensibiliser aussi sur les habitudes alimentaires des Sénégalais. Mes chers frères et sœurs, est-ce que vraiment nos responsabilités ne sont pas en quelque sorte impliquées? À vrai dire, certaines cuisines sénégalaises ont pris l'allure et la forme d'une fantaisie artistique, voire esthétique. Togu bu neex ci suñu gémmiñ waaye bu bon ci suñu yaram ndax dafay yàqu suñu wérgi yaram. Une pensée également à toutes ces personnes tentées par l'immigration, à ces jeunes sans emploi et aux personnes vivant avec un handicap. Dans le sillage de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, zoom sur la baie de Han, une baie fortement dégradée en raison du rejet d'effluents domestiques et industriels. Soucieux d'un meilleur cadre de vie, les riverains tirent la sonnette d'alarme. Aïssatou Paye et Pape Sangone Mbaye. ñi ngi fii nag ci quartier Marinas lu sorewul loolu tefes gile luñ ci mën a seetlu. Voilà, c'était plutôt la version Wolof. Nous y reviendrons. L'agression au pistolet d'un chauffeur de taxi clando à l'entrée du village de Sindian, c'est dans le sud, remet sur la table l'insuffisance du plateau technique du poste de santé de Sindian qui couvre tout cet arrondissement. Le maire de Sindian a organisé un point de presse pour réclamer à nouveau l'érection d'un centre de santé pour une bonne prise en charge des malades. Yankoba Sagna est avec nos correspondants dans la région de Ziguinchor. C'est un individu qui a loué les services d'une moto Jakarta et qui, à l'entrée de Sindian, a menacé son transporteur parce que tout simplement il voulait prendre sa moto Jakarta. Il y a eu l'intervention d'un chauffeur de clando qui est venu heurter ce dernier-là pour aider à maîtriser l'individu armé. Il a tiré un coup de feu sur le chauffeur qui a reçu une balle au niveau de l'avant-épaule. Il a été évacué au niveau de Ziguinchor. Vous savez déjà, Sindian, Ziguinchor, non seulement il y a l'état de la route qui est désastreuse, jusqu'à hier, il n'y avait pas encore de prise en charge du blessé. En tant que maire de la commune, nous avons toujours demandé à ce que le poste de santé de Sindian soit érigé en centre de santé. Le plateau technique au niveau de Sindian n'est pas relevé, nous l'avons toujours dit. Au niveau de Sindian, qui couvre une superficie qui va jusqu'au niveau de la frontière gambienne, tout l'arrondissement de Sindian, ce poste de santé-là n'est pas aux normes. C'est très grave ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que c'est un problème de souveraineté ce que nous nous posons. Nous posons un problème de souveraineté sanitaire. Les populations de l'arrondissement de Sindian sont obligées d'aller en Gambie pour se voir prodiguer les premiers soins. Parce qu'au niveau de cette bande frontalière-là, les centres de santé les mieux équipés, les centres de santé les mieux fournis en personnel sanitaire se trouvent au niveau de la frontière gambienne, à quelques encablures de Sindian. Et puis, je vous le disais tantôt, dans le sillage de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, nous faisons un zoom sur la baie de Han, une baie qui, vous allez le voir, est fortement dégradée en raison du rejet d'effluents domestiques et industriels. Les riverains demandent naturellement l'État de mieux prendre en compte le cadre de vie. Aïssatou Paye et Pape Sangone Mbaye. Bienvenue au quartier Marinas, à quelques encablures de la plage. Ici, un canal à ciel ouvert, des eaux sales se déversant dans la mer, la baie de Han souffre, la mer bleue suffoque, sur le sable fin, des ordures de toutes sortes. Et le décor prend forme avec les algues bordant le littoral. te yéen da ngeen ñëw sax fekk sax caterpillar bi ñëw déjà dindi salte bu mu xaw a tane mais ni ngeen ko gisee mu ñaaw nii gënoon na gën a ñaaw quoi
da ngay gis benn borom saret bu jëlee mbalitam fële du am fenn fu mu koy tuur dafay ñëw ba ci canal bi fii mu bàyyi ba kenn newu fi mu sotti ko fii. Sur la plage, des pirogues en état de désuétude ornent le paysage. gaal yi yàgg na fi même les riverains ak les propriétaires maisons qui sont là ñoom ñëpp yàgg nañ ko kaas le maire nag il a fait de bons efforts rey na boppam ñafe na mi ngi liggéey guddeeg bëccëg pour plage bi set parce que vraiment mais nit ñi ñoo amul kii sa gaal yi dëkkuñu fi. yenn yi day teer fii seeni borom du ko jël mu yàq foofu ñun ñi nga xam ne nooy dem di fi teer di fi tëmbe dañu am problème ndax gaal yi nga xam ni dafa yàqu ci ndox mi ci seen borom du ko nangoo dindi. Et le président des pêcheurs de déballer. canal bi moom yàq na fii lu bari ci suñu teew si parce que canal bi ndox mi dafa salte ndox mu salte moomu dafa na ba nga xam ni ñu bari nangootuñoo sangu fii ndax ndox mu salte bi ba pare jën ji daan wàcc si dootuñu wàcc si fii. waa mairie daal léeg-léeg ñu ñëw nettoyer mais nettoyer bi ni mu war a demee daal demewuñ ko parce que bu ñu dajee ay mbalit ca duñ ko toon itam mbalit bi dafay tasaaroo waat. Ils ont trouvé un coin où jouer avec les chiens errants. Je me mets à leur place en rêvant de jouer sur des plages au sable fin. Me viennent à l'esprit les plages de Copacabana, de Mohamedia et bien d'autres encore. Voilà, c'était l'épicurienne Aïssa Topaï. Merci. Et puis ça ne nous a pas échappé. Samedi dernier, un chauffard a terminé sa course dans une maison ici aux Almadies, tuant 3 personnes. Il s'agirait d'une maison abandonnée qui servait de refuge à cette famille guinéenne. Alors les populations environnantes demandent aux propriétaires de ces maisons, de ces bâtiments souvent abandonnés, de prendre leurs responsabilités pour assurer la sécurité. Cheikh Diop et Diafaraba. Des maisons abandonnées ou en chantier habité, une cohabitation, source d'insécurité. Le dernier drame en date ici, dans cette demeure, un véhicule 4x4 a fini sa course dans cette chambre, tuant 3 personnes, dont 2 filles et un garçon. La dame a fait plus de 20 ans ici. On était conscient du manque de sécurité de l'habitat, mais la dame avait la carte de la maison. Donc elle était dans l'obligation d'y vivre avec sa famille. L'enquête se poursuit. L'homme à l'origine du drame est actuellement à la gendarmerie de Ngor. Aujourd'hui, c'est férié, mais normalement, il doit être déféré au parquet ce mardi. À qui la faute? La population sénégalaise a son mot à dire. On constate que la majeure partie du temps, ce sont des étrangers qui viennent occuper les lieux. Et une fois aux abords, pas dans ces lieux, mais aux abords, tu vois nettement que ce n'est pas un cadre de vie propice pour des êtres humains. Nos interlocuteurs demandent aux propriétaires de ces maisons abandonnées de prendre leurs responsabilités pour éviter ce genre de drame. L'opération de désencombrement des rues de Dakar suit son cours. Hier à Ouakam, plusieurs cantines ont été enlevées au marché par la municipalité. Les commerçants impuissants devant le spectacle déplorent la rapidité du déguerpissement. Nous retrouvons Pape Faraning et Diafaraba. Des marchandises mélangées avec des débris et des briques. C'est le décor aux abords du marché Ouakam après le passage du bulldozer. Impuissants devant une telle attitude, les commerçants n'ont que leurs yeux pour pleurer. Ils ont détruit toutes nos marchandises. L'ancien maire de la commune nous a vendu toutes ces cantines. Il s'agit de Tiendoy. Toutes nos marchandises ont été volées à cause d'eux. Et vraiment, c'est pas normal. Et pourtant, ils disent être en règle. Ces commerçants déplorent la rapidité des actions de démolissement. Nous assistons ces cantines à 400 000 francs et la sommation était de 72 heures pour sortir les marchandises. J'espère que la mairie va nous dédommager. Après le mandat de Tiendo est terminé, c'est le tour de Samba Bathily Diallo qui est venu actuellement nous déguerpir un laps de 3 jours, c'est peu. Ils avertissent et appellent les autorités à revoir leur politique. Certains d'entre eux ont perdu beaucoup d'argent. Ils ont tout volé derrière moi, un poulailler. Et 30 poulets sont morts à cause du déguerpissement. Et vers 3 heures du matin, ils sont revenus pour encore démolir. Vraiment, c'est désolant et c'est vilain.
Nous sommes des nécessiteux et c'est nous qui l'avons élu, Samba Bathily Diallo. Après, il n'occupe même plus de nous. Vraiment, c'est très vilain. Les commerçants du marché Ouakam ne comptent pas rester les bras croisés. Ils vont s'organiser et promettent de se faire entendre bientôt. Merci Pape Farah. En 2021, Boel Mogdad ne sera plus seul à faire la navette du fleuve Sénégal. L'OMVS va mettre sur pied un ambitieux projet de restauration de la navigabilité du fleuve Sénégal pour assurer une navette fluviale de Saint-Louis à Ambi-Déby au Mali. Un projet titanesque de près de 17 milliards sur une période de 3 ans. Ousseynou Diop, Habib Seck. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, veut restaurer la navigabilité du fleuve Sénégal. Donc au global de 16 milliards 900 millions de francs CFA, ce projet sera étalé sur une période de 3 ans. À la fin de ce programme, le transport fluvial de Saint-Louis à Ambi-Déby au Mali, sur une distance de 905 km, sera pérenne pour le trafic des personnes et des biens. Pour d'abord comprendre le projet dans son environnement, qui est un environnement complexe. Le fleuve Sénégal, c'est un fleuve sahélien. Les niveaux d'eau ne sont plus ce qu'ils sont. Donc il faut améliorer la maîtrise du cours d'eau pour que le projet de navigation pérenne. Ce projet sera également un atout pour développer le secteur touristique dans les pays de l'OMVS. Fermez les yeux et imaginez que vous embarquez à bord de ce bateau pour aller à Mbidé de la Caille. Toutes ces zones magnifiques, tous ces écosystèmes que vous traversez. Donc c'est du tourisme qu'il s'agit, et pour qui c'est le potentiel de création d'emplois de tourisme. Il y a le lien tout de suite qui est trouvé entre cette volonté très forte de faire de ce fleuve un instrument de développement. Pour une bonne maîtrise de l'eau et assurer sa disponibilité, il faut des ouvrages de grande envergure, selon le haut commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Pour que la disponibilité de l'eau soit permanente, du moins améliorée de façon significative, il faut qu'on crée des ouvrages. Chaque année, nous perdons des milliards et des milliards de mètres cubes d'eau dans la mer parce que le fleuve n'est pas encore maîtrisé. Le programme va couvrir une distance de près de 1000 km. Il va permettre aux populations des pays concernés de naviguer de Saint-Louis du Sénégal à Ambi-Déby au Mali en passant par Richard Toll, Podor, Matam et sera, selon le haut commissaire, un vecteur d'intégration. Et on le reparle de Sourouillé, le village rendu célèbre par un violent incendie. Souvenez-vous, nous en parlions dans cette édition. Les victimes ont perdu une dizaine de tonnes de semences. Ce sinistre qui a frappé pratiquement que des producteurs. À ce propos d'ailleurs, en déplacement dans la zone, le ministre de l'Agriculture a promis une compensation rapide. Abdoulaye Diallo. Les sinistrés du village de Souriel ont entamé la reconstruction de leur case. Rappelez que Souriel a été récemment victime d'un incendie qui y a ravagé 268 cases, des denrées, des matériaux et de la semence. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural était à leur chevet. Lorsque le président de la République a appris la nouvelle dès le lundi, à la levée des couleurs, il m'a instruit de venir le plus rapidement possible ici auprès des populations pour apporter le soutien moral du gouvernement et la solidarité du gouvernement et du chef de l'État. Le président de la République m'a instruit de reconstituer le capital semencier qui était là pour cet hivernage en arachide. Et le directeur général de la Sodagri est là, on le fera aussi pour le riz et éventuellement pour le mil et le maïs. En ce qui concerne le matériel agricole, vous savez déjà qu'en tout cas les petites unités de matériel attelé sont disponibles au niveau des commissions, mais le ministère essaiera de voir si on peut faire une discrimination positive pour le village de Sourouel qui vient de perdre des roues, des charrettes, etc. Dans cette opération de reconstruction, les sinistrés sont confrontés à des difficultés liées à l'accès au matériel. Oui, les populations sont à pied d'œuvre pour reconstruire leurs cases. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont tout le matériel sauf l'herbe qui permet de faire le chaume. Mais les toits. Ce qu'ils disent, c'est qu'apparemment, il y a un matériau qui est disponible du côté de la Gambie. Et ce qu'ils souhaiteraient, c'est qu'on puisse autoriser, l'État puisse autoriser qu'ils puissent en importer. Donc ça, on va voir avec les autorités compétentes, les eaux et forêts, comment faire pour que cette solution soit diligentée le plus rapidement possible. Ces populations ont saisi cette occasion pour poser des doléances relatives à l'enclavement de leur zone et aux difficultés d'accès aux soins de santé.
Merci Abdoulaye. Parfum de vengeance au Mali. Souvenez-vous, le 23 mars dernier, plus de 150 Peuls avaient été assassinés à Ouagassogou. Attaque attribuée à l'époque à la milice Dogon d'Alma Amasougou. Aujourd'hui, c'est au tour du village Dogon-Sobamda, dans le centre du Mali, de subir le même sort. Une centaine de morts, des maisons incendiées, des animaux abattus. Un vrai carnage, Mohamed Samb. Le bilan provisoire fait état de 95 victimes, plusieurs dizaines de personnes portées disparues, de nombreux corps retrouvés calcinés. Le village de Sobankou dans le centre du Mali a été attaqué dans la nuit de dimanche à lundi. Le hameau de 300 habitants d'Ogon aurait été encerclé par un groupe d'hommes armés. Les assaillants ont mis le feu au village et abattu tous ceux qui essayaient de sortir des habitations, a précisé le maire de Sanga. Le village est en grande partie détruit, a-t-il ajouté. L'identité des assaillants est encore inconnue ce lundi. Au lendemain du massacre, plusieurs théories sont envisagées. Des groupes djihadistes présents au Mali, la piste des conflits entre différents peuples habitants dans cette zone est également envisagée. Selon la MINUSMA, ces affrontements entre communautés auraient fait 500 morts et 250 victimes depuis le début de l'année. Depuis 2015, ces violences se sont propagées du nord au centre du pays. Ces violences ont culminé le 23 mars dernier avec le massacre d'Ouagassogou qui a fait 160 morts. L'actualité sportive avec la CAN Égypte 2019, c'est bientôt. Les Lions sont prêts et on vous parle aujourd'hui de l'un des nouveaux venus dans la tanière, Pape Abdou Cissé. Il se réjouit du rythme de travail soutenu par les Lions depuis le début de la préparation, conscient du privilège également d'être retenu pour la prochaine CAN. Qui est cet homme? Nous suivons tout cela avec Mam Fatounoui, On est parti d'une semaine ou voire 2 semaines de vacances, donc c'est normal qu'en ce moment on reprenne les choses sérieuses, surtout au niveau physique et au niveau mental aussi. Il fait partie des nouveaux et pourtant le défenseur Pape Abdou Cissé vit sereinement ce nouvel élan donné à sa carrière. Le joueur de l'Olympiakos a sa philosophie propre. Non, même s'il y a une pression, on va la positiver. On a tout le monde derrière nous, on a toujours la famille, la confiance du coach, donc on va la positiver et puis on est des athlètes, donc on va se préparer pour donner le mieux de nous. L'ancien joueur de l'AS Pikine fait preuve de lucidité. Il y a une paire dans l'axe central qui fait ses preuves et il leur souhaite le meilleur jusqu'à l'ultime match de la CAN. Comme je dis tout le temps, il n'y a pas de concurrence dans cette équipe. Voilà, le coach il fait confiance à tout le monde et l'axe central qui est en place, c'est tout à fait normal. C'est des gens expérimentés et c'est des grands frères. Ils évoluent dans les plus grands clubs du monde. Donc voilà, on fait que suivre leur pas et on souhaite qu'ils finissent cette CAN avec une victoire jusqu'au bout. Pape Abdou Cissé et ses coéquipiers en sont déjà à 5 séances de travail depuis leur arrivée à Alicante. Ces dimanche et lundi, les Lions ont effectué 2 séances, comme quoi le rythme s'intensifie. Merci Mamfatou. Et puis football toujours avec la Coupe du Sénégal. Teungueth FC remporte le titre devant l'US Gorée, 1-0. Le premier sacre du club rufisquois dans cette compétition magnifiée par le maire de Rufisque, le ministre des Sports également, ainsi que le président de la Fédération sénégalaise de football, président perdant au passage. Suivant tout cela, ils sont interrogés par Cheikh Anta Diop. Teungueth Football Club est venu quand même redorer le bronzor de Rufisque. Nous les encourageons et certainement on va avec eux les accompagner. On va essayer au niveau de nos conseils municipaux respectifs de pouvoir quand même délibérer pour pouvoir accompagner dignement notre club Teungueth FC pour la conquête de l'Afrique. Nous félicitons Teungueth FC et nous encourageons Gorée. Et le travail continue, la vision du chef de l'État qui est certain que pour avoir un sport performant, il faut avoir de bonnes infrastructures sportives. Et nous sommes en train de gagner ce combat-là, malgré les difficultés. C'est que quand on trouve un désert avant d'avoir une jungle, il faut un temps. Et nous sommes en train de le faire avec beaucoup de détermination et avec beaucoup d'engagement. C'est des pas importants et si on continue comme ça, on peut avoir en tout cas un lendemain meilleur pour notre sport.
La fonction, elle est donc celle du président de la fédération. Le cœur est goréen. Donc effectivement, on peut nourrir une petite déception pour les Goréens, mais je pense que c'est une équipe qui n'était pas attendue à ce niveau-là cette année parce qu'on revenait de deuxième division. On a eu une saison difficile. Je dirais que la finale, c'était presque la cerise sur le gâteau en ayant pu nous maintenir. Donc je pense qu'ils vont redoubler d'efforts. Je pense aussi qu'en regardant le classement, les oppositions entre Gorée et Teungueth cette année, je pense que Teungueth avait la faveur des pronostics. Teungueth, c'est une équipe en devenir et qui me semble mieux à même de représenter le Sénégal en Coupe d'Afrique que Gorée en ce moment-là. Donc je leur souhaite bon vent. Je souhaite aux joueurs de Gorée, à tous les Goréens de continuer à travailler. Il y aura d'autres finales. Voilà, président perdant aujourd'hui, peut-être gagnant en Égypte, on le souhaite. Et puis restons toujours justement avec cette finale de la Coupe du Sénégal remportée par Teungueth FC 42 ans après. Les Rufisquois se réjouissent de cette situation. Un exploit qui galvanise quand même les supporters qui réclament la réhabilitation de la tribune du stade Ngalandou Diouf, sujet réalisé par Ousseynou Thiam. Teungueth FC, vainqueur de la Coupe du Sénégal, à Rufisque, ce sacre est bien accueilli 42 ans après. Le club Teungueth FC, c'est une fierté locale. Nous avons attendu presque 42 ans pour que la Dame Coupe revienne à Rufisque. Teungueth FC l'a fait. Après Saltigué, c'est Teungueth FC. Donc nous remercions les joueurs, nous les félicitons, mais tout en félicitant le staff technique. À sa tête, le président Babacar Ndiaye. On est très heureux pour accueillir cette victoire-là, parce que ça fait presque des années qu'on n'a pas eu cette victoire-là. Parce que depuis 40 ans, on est fiers d'être Rufisquois. Comme tout le monde, on le dit. On dit rien, à part aller Rio, tout simplement. Ces Rufisquois promettent de poursuivre la mobilisation autour de l'équipe pour sa campagne africaine. Toutefois, les supporters réclament la réhabilitation de la deuxième turbine du stade Ngalandou Diouf pour permettre à TFC de recevoir dans de très bonnes conditions. Demandons aussi aux autorités municipales de nous aider aussi pour la réfection de la tribune. Parce que vraiment, on sait que lors de l'inauguration, quelques matchs après, une turbine a été fermée et pour que les gens puissent venir vraiment apporter leur soutien, il faut qu'on fasse des réflexions sur cette tribune. Hier, là-bas, tout le monde rufisquois était là-bas à Thiès. Ici, le stade est trop petit parce qu'on a une petite tribune. Donc, on ne demande pas beaucoup d'argent. On demande tout simplement qu'on nous donne notre tribune. Avec Teungueth FC qui se distingue au plan national et la présence des académies comme Génération Foot et AGEL au niveau du département, cela pourra créer une émulation au plan sportif. Voilà, allez Rio, plus d'actualités sportives d'ailleurs tout à l'heure dans Sport à la Une avec Chertigan Diao, Malaj Ndiaye et bien sûr Mohamed Ndiaye et toute l'équipe de la rédaction Futur Média avec Cher Sadibou Diarra bien évidemment. À suivre donc ce soir votre magazine sportif. On se donne rendez-vous demain pour le JT de 20h avec le même plaisir. Restez en compagnie de nos programmes. Bonne soirée.